chers téléspectateurs de l'RL TV, l'RL.net et auditeurs de l'RL FM. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me regardez. Votre entretien exclusif revient aujourd'hui avec des questions internationales mais aussi diplomatiques avec l'ambassadeur du Rwanda, son Excellence Jean-Pierre. Bonjour. Et bonjour, Monsieur Malan. Son Excellence, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a effectué une visite pour une première, un président africain, rend visite au nouveau régime du Sénégal avec à sa tête son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous allons revenir sur les soubassements, mais aussi les discussions et l'honneur de cette visite. Mais pour le moment, parlons de la diplomatie entre les deux pays, le Sénégal et le Rwanda. Qu'en est-il de cette relation entre le Sénégal et le Rwanda, qui est un pays frère? Tout d'abord, je vous remercie d'être passé nous voir. Vous êtes les bienvenus ici à l'ambassade du Rwanda, ici au Sénégal. Voilà, comme tout le monde le sait, les relations diplomatiques et de coopération entre le Rwanda et le Sénégal se portent très bien. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les relations se renforcent jour après jour. Le Rwanda et le Sénégal ont eu des relations depuis l'avènement des indépendances, déjà. Mais ça s'est renforcé petit à petit. Les relations entre le Rwanda et le Sénégal se sont vraiment approfondies à travers surtout le regretté capitaine Badiagne, qui est décédé au Rwanda au cours d'une opération de sauvetage des victimes Tutsis qui étaient menacées pendant le génocide qui se perpétrait contre les Tutsis au Rwanda à l'époque. Et comme vous le savez, un contingent sénégalais, observateur des Nations Unies, se trouvait au Rwanda. Et au plus fort des massacres, quand ça venait de commencer, les Nations Unies ont pris la décision triste de retirer ses effectifs, surtout militaires, qui se trouvaient au Rwanda. Une décision qui a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait que d'une force de 2500 militaires qui étaient présents au Rwanda, ça a été réduit à 250. Et là, ça a donné pratiquement le feu vert au gouvernement génocidaire qui planifiait le génocide. Vraiment, c'était un feu vert parce qu'il n'y avait plus personne pour protéger les victimes qui étaient là. C'était un génocide qui avait été annoncé, voilà, tout le monde le savait, mais personne n'a rien fait. Et comme vous le savez, au lieu de renforcer les effectifs qui étaient là, au lieu de tirer les sonnettes d'alarme, au lieu d'intervenir, au lieu de prendre les décisions qu'il fallait au Conseil de sécurité, c'est le contraire qui a été fait. On s'est retrouvé avec après 250 observateurs, dont les 29 Sénégalais qui étaient là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au moment où les Nations Unies demandaient justement, même aux 250 qui étaient restés là-bas, de se cantonner dans leur camp et de rester sans rien faire, tout en sachant que les gens étaient menacés, les gens étaient en train d'être tués. Alors, ces militaires sénégalais ont décidé de désobéir pour sauver des vies. En bravant des règles. Absolument. Et là, c'est connu par tout le monde, ça a été publié dans les rapports, mais eux, ils ont bravé les règles, ils sont allés au sauvetage des gens. Ils n'ont pas fait
un sauvetage, pas 2, pas 3, mais des milliers. Et ils ont pu sauver plus de 1200 personnes. Il faut noter qu'ils n'étaient pas armés. Ce n'étaient que des observateurs. Et c'est là où c'est vraiment très fort. Au moment où ceux qui étaient armés avaient quitté le Rwanda, ceux qui n'étaient pas armés, qui étaient des observateurs, au péril de leur vie, ils ont sauvé plus de 1200 personnes. Et ces gens-là, ils sont bien vivants parmi nous aujourd'hui au Rwanda. C'est eux qui témoignent. On peut se dire non, peut-être que voilà, ce sont les Sénégalais qui ont dit ça, mais non, non, non. Ce sont les survivants qui témoignent, qui vous racontent comment ça s'est passé. Et malheureusement, le regretté, le capitaine Baye Diagne a perdu la vie. Et avec ça, les liens entre le Rwanda et le Sénégal se sont scellés à jamais à travers ce sacrifice. Et puis, à partir de là, on a continué à développer des relations. Bien sûr, les relations entre le Rwanda et le Sénégal existaient depuis longtemps. Déjà, le Sénégal avait accueilli ici beaucoup de réfugiés rwandais, des réfugiés des années 1950, parce que le génocide définitif a eu lieu en 1994. Mais les préparatifs, tu vois, les tests avaient commencé un peu plus tôt, au lendemain des indépendances, 1959, 1963, 1964, 1967, 1969, des Tutsis ont été tués chaque fois. Et à chaque fois, il y avait des vagues de réfugiés de Tutsis qui partaient à l'étranger. Il y en a qui restaient, qui ne pouvaient même pas partir. Alors ceux qui parvenaient à partir, quitter le Rwanda, certains se sont retrouvés ici au Sénégal, dont beaucoup d'étudiants qui sont venus faire leurs études ici dans tous les domaines. Et ils sont restés là-bas. Donc le Sénégal a été un pays d'accueil des Rwandais depuis les années 1960, 70, les années 80. Et puis après, il y a eu des relations qui se sont renforcées avec les mariages mixtes, dont beaucoup de Rwandaises ont épousé des Sénégalais et ils sont ici. Et on a beaucoup de binationaux ici, que ce soit ici au Rwanda ou bien au Sénégal. Cela a huilé les relations entre les deux pays. Nous allons revenir sur aujourd'hui le nouveau régime en place, son Excellence, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et le premier président a effectué une visite ici au Sénégal avec à la tête du pays, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, que vaut l'honneur de cette visite de son Excellence? Bon, c'est franchement dans la continuité de l'amitié, vraiment une amitié profonde et sincère entre deux pays et deux peuples. Il en va de soi que le président Paul Kagame vienne ici. Au vu de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces liens d'amitié. Le Sénégal a été à côté du Rwanda quand on était dans des situations compliquées, quand c'était très difficile. Le Sénégal a toujours été là. C'est normal que, à chaque étape que le Sénégal fait aussi, c'est normal que le Rwanda soit là. Donc, le président Paul Kagame, sur invitation du président Bassirou Diomaye, a voulu aussi continuer ce geste d'amitié profonde et sincère. Et ça s'inscrit justement dans sa politique de consistance dans tout ce qu'il fait. Donc, le peuple sénégalais, le peuple rwandais, nos deux pays sont liés à jamais et il fallait le démontrer, il fallait venir, il fallait porter ce message aux plus hautes autorités du pays. Et nous avons été aussi très, très ravis nous aussi, en tant que représentation diplomatique du Rwanda ici au Sénégal, justement d'être témoins de cette visite historique. Des questions aussi cruciales que des relations bilatérales allant dans le sens du commerce, du tourisme et de la gouvernance ont été soulevées. Et quelles sont les perspectives que l'on peut attendre entre nos deux pays, frères? Oui, en fait,
Les deux chefs d'État ont encore souligné le besoin de renforcer cet axe Kigali-Dakar dans tous les domaines. Ça existait déjà et des accords de coopération ont été signés même dans le passé, mais cette fois-ci, il faut qu'on fasse un pas de plus et concrétiser. Il y a ce qui a été fait, il y a ce qui a été planifié et qui n'a pas encore été fait et qui doit être fait. Et les deux chefs d'État ont réaffirmé justement cette volonté, en fait que vraiment on passe à l'étape suivante. Vous avez parlé des relations, développement des relations commerciales, des relations, coopération scientifique, gouvernance, de l'éducation, dans l'environnement, dans la diplomatie. Tout ça doit être renforcé. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a une délégation du CICES qui est à Kigali. D'ailleurs, tout à l'heure, le DG, M. Saliou, a été reçu par le ministre du Commerce du Rwanda il y a quelques heures, parce que nous préparons la prochaine FIDAC et nous sommes très heureux que le Rwanda ait été choisi cette année pour être l'invité d'honneur, pays invité d'honneur du FIDAC 2024. Donc c'est dans ce cadre aussi que beaucoup d'autres initiatives doivent être prises et doivent être renforcées. Les pays, nos deux pays sont, soi-disant, éloignés l'un de l'autre, mais on sait que nos deux pays déjà font du commerce avec des pays plus éloignés. Vous savez, des pays dans l'Asie, en Europe, aux Amériques. Mais nos échanges au niveau africain, ça reste très, très, très réduit. Pas seulement entre le Rwanda et le Sénégal, mais entre nos deux pays. Vous savez, les échanges commerciaux sur le continent africain restent très, très, très limités. Et aujourd'hui, nous parlons vraiment de l'intégration africaine. On parle de l'ASLECAF qui a été mis en place, donc le libre-échange, le marché de libre-échange sur le continent africain. Mais ça tarde à se mettre en place. Vous savez, on a beaucoup de pays ont ratifié, mais pratiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous sommes convaincus qu'en y allant petit à petit, justement, le Rwanda et le Sénégal, en étant vraiment les porte-flambeaux de cette intégration africaine, ça va aller plus vite. Nous allons y revenir pour ce qui concerne l'intégration africaine. Et 30 ans de commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Vous êtes dans une logique de la commémoration de 100 jours à partir du 7 au 3. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces événements qui quand même ont été décriés par les responsables, les diplomates? Tantôt, vous avez parlé du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de votre conférence internationale aussi, vous y êtes revenu. Alors, y a-t-il des séquelles qui restent quand même en ce qui concerne cet événement? Ah oui, absolument. Vous savez, un génocide, c'est quelque chose d'unique. Vous savez, perdre 1 million de personnes, ça laisse des traces, absolument. Même 30 ans après, il y a toujours des traces. Et dans beaucoup de domaines, mais on y travaille et puis on fait beaucoup de progrès. Vous savez, quand on regarde le Rwanda il y a 30 ans, déjà la situation dans laquelle on se trouvait, vous avez 1 million de personnes assassinées, vous avez des millions déplacés et surtout des réfugiés à l'étranger. Vous avez des infrastructures complètement détruites, vous avez l'économie complètement détruite. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de médecins. Tout complètement avait été détruit. En plus de cela, vous avez une population qui est traumatisée. Et ça, c'est le plus important qu'il faut souligner. Une population qui a vu un génocide, une population
qui a connu 30 ans d'exil, parce que, comme je vous l'ai dit, le tout premier pogrom contre les Tutsis, ça date de 1959 jusqu'à 1994. Donc, vous avez une population traumatisée par 30 ans d'exode, vous avez une population traumatisée par un génocide. Et aujourd'hui, 30 ans après, vous avez une population complètement guérie. Vous avez une population unifiée, une population jeune, une population qui a une même vision, une population qui est déterminée à avancer, une population qui a décidé de ne pas être retenue par cette histoire tragique, mais une population qui a dit non, on ne peut pas oublier, mais on peut avancer. On peut avancer surtout. On doit tout faire qu'on ne puisse pas revenir sur ce passé tragique. Alors, de 1994 à 2024, beaucoup de choses se sont passées. Vous savez, la reconstruction de tout un pays, de tout un système, la stabilisation de tout un peuple, et surtout la détermination du peuple d'avancer. En 30 ans, on dit qu'on a fait des progrès, vraiment des pas de géant. On était jeunes à l'époque, mais je peux te dire que je peux témoigner que vous avez des souvenirs de... Beaucoup. Ah oui, absolument. On ne peut pas oublier ça. Vous savez, les souvenirs sont toujours là. On connaissait beaucoup de gens. On a des amis, des membres de la famille qui ne sont plus là, qui ont été assassinés. Voilà, ça laisse des traces. On connaît. Voilà. Je peux te faire une liste des gens personnellement que je connais qui ne sont plus là. Nécessairement, ça laisse des traces. Et ça, c'est pour tous les Rwandais que tu puisses, voilà, qui étaient au moins, qui étaient là, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population n'était pas encore née. Ça, c'était notre fait aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont moins de 30 ans constituent plus de 50% de la population. Donc, il y a une nouvelle génération qui n'a pas connu le génocide. Il y a une grande partie de la population qui a connu le génocide. Il y a une grande partie de la population qui était très, très jeune, à l'époque du génocide, qui avaient entre 0 et 10 ans, mais qui ont gardé des séquelles aussi. Donc, quand on regarde tout ça, vraiment on peut dire qu'on a fait du bon chemin. Même si, nous qui étions déjà adultes, on se demandait si c'était possible. Mais le chef de l'État, le président nous a toujours dit, on n'a qu'un seul choix à faire. On est tombé tellement bas qu'on n'a qu'une seule solution, décision à prendre, de remonter la pente, parce qu'on ne peut pas rester là. Et c'est ce que, sous son leadership, le Rwanda a fait. Et donc, on a décidé d'avancer, de se sortir de ce trou dans lequel le génocide nous avait plongé et de monter. Bien sûr, ce n'était pas évident, c'était une vision. Donc, c'est ça. Voilà, c'était la vision du président, une vision qu'il a pu matérialiser en action, en politique, en acte, qui a fait que le Rwanda aujourd'hui est devenu très stable, un pays qui progresse économiquement, socialement, un tissu de la population plus soudé que jamais, et surtout une nouvelle génération qui a été construite autour de cette idée du nouveau Rwanda, du nouveau Rwandais. Un Rwandais qui se voit en tant que Rwandais, pas un Rwandais qui se voit en tant que Hutu, Tutsi de l'époque, parce que nous, on a grandi ensemble, parce que c'était la politique, c'était les décisions. On a grandi avec une politique claire, déterminée, définie, de division. Les Tutsis ici, les Hutus ici. C'était inscrit dans notre constitution. Vous vous imaginez que les deux ethnies sont différentes, qui n'ont pas les mêmes droits. C'était écrit dans la Constitution. D'ailleurs, qui a été rédigé par un Belge qui était consultant à l'époque au niveau de la présidence. D'ailleurs, qui est aujourd'hui un grand négationniste, qui s'appelle Philippe Reijens. C'est un professeur belge
savez, vous connaissez l'histoire du Rwanda et la Belgique. La Belgique a colonisé le Rwanda. Donc il y a beaucoup de Belges qui sont restés, d'ailleurs, qui sont à l'origine de ceux que nous avons connus de 1959 à 1994. Dans ce type dont je viens de parler, aujourd'hui, il est parmi les négationnistes qui, d'ailleurs, ont été interrogés par beaucoup de médias pour un peu essayer de dénigrer ce que le Rwanda fait aujourd'hui. Il est souvent cité en tant que spécialiste, consultant, pour parler du mal du Rwanda. Belgique, la France, ils sont toujours reprochés par rapport à cet événement. Oui, bien sûr, il y a une grande responsabilité, bien sûr, revient aux Rwandais, parce que ce sont les Rwandais qui ont commis le génocide. Le Rwanda est prêt à pardonner? Oui, non, je dis, les Rwandais sont ceux qui sont passés à l'acte. Mais tout ce qui a précédé, les soutiens politiques, scientifiques, comme le professeur Reggians, là, ce sont des étrangers. La France et son implication a été prouvée. D'ailleurs, le président Macron l'a reconnu officiellement au Rwanda. La Belgique l'a reconnu déjà en 1998 avec son premier ministre. Il avait reconnu la responsabilité de la Belgique et d'autres pays. C'est vraiment prouvé. Et le Rwanda a décidé d'avancer parce que si on a décidé de nous pardonner entre nous, au Rwanda, pardonner ceux qui ont perpétré le génocide et avancer, on a décidé de pardonner même les étrangers qui se sont impliqués, mais ceux qui ont accepté de demander pardon, ou bien ceux qui ont reconnu leurs responsabilités. Donc on est prêt à avancer et à laisser le passé derrière, mais construire un avenir meilleur. Parce que là, on parle d'une nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on va laisser à la future génération, à nos enfants? Et ce qui nous revient à faire chaque année une commémoration qui allant dans le sens quand même d'apaiser, mais aussi de se souvenir et pouvoir avancer. Absolument, absolument, parce que la commémoration vise trois objectifs, en fait. C'est préserver la mémoire du génocide, parce qu'il faut qu'on continue d'en parler, surtout afin d'en prévenir d'autres atrocités, pour servir de leçon. Ne pas oublier les victimes. Ces innocents qui ont été tués, on ne peut pas les oublier. Leurs familles, ceux qui sont restés, doivent être soutenus. Donc, on doit toujours en parler, on ne peut pas oublier. En même temps, on doit parler encore de la reconstruction de notre unité. Parce que l'unité, c'est ça qui a fait que le Rwanda a soit basculé. Enfin, le manque d'unité, c'est la division. C'est ça qui a fait que le Rwanda s'est retrouvé dans un génocide. Donc, on doit reconstruire cette unité à travers les commémorations, à travers la vérité historique qui est dite pendant les commémorations. Mais surtout, on doit tout faire, justement, comme on l'a fait pendant 30 ans, de ne pas être prisonnier de ce passé, mais d'avancer, de viser grand, de voir grand, essayer d'avancer. Donc, la commémoration vise ces trois objectifs. Ça nous a beaucoup aidés pendant ces 30 dernières années, et ça continue justement d'être vraiment la fondation de ce que le Rwanda fait aujourd'hui. Chaque année, on a une commémoration, on parle de notre histoire. On essaie, parce que tout n'est pas connu, tout n'est pas connu. On sait l'histoire, mais il y a des détails qui chaque fois reviennent, parce qu'on a toujours des témoignages, on a toujours des gens qui racontent ce qui a été fait, ce qui s'est passé. Il y a toutes sortes d'histoires qui reviennent, qui sont racontées par les survivants. Et ça permet de mesurer encore un peu plus vraiment la profondeur de ces génocides perpétrés contre les Tutsis. Et surtout, ça permet de lutter contre pas ce nouveau phénomène, mais cette dernière étape du génocide. Vous savez, dans tous les génocides, c'est prouvé scientifiquement, il y a 10 étapes qui commencent par la planification,
et ça finit par l'exécution et surtout les négations. Ça s'est passé dans tous les génocides qui ont précédé le génocide perpétré contre les Tutsis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça, à ce phénomène de négationnisme. Négationnisme, révisionnisme, tout ce que vous voulez. Négationnisme par rapport au terme aussi utilisé, génocide au Rwanda. Mais oui, bien sûr, le négationnisme, ça commence parce que le négationnisme, ça demande tout un arsenal de stratégie. Il commence des fois par nier qu'il n'y a pas eu de génocide, absolument, que ce sont des massacres, des gens se sont entretués. Après, ils vont dire que non, en fait, ce n'est pas 1 million de personnes, que c'est moins que ça. Après, ils vont dire que non, ce n'est pas un génocide contre les Tutsis, mais c'est un génocide rwandais. Après, ils vont dire que non, ça n'a pas été planifié parce que ça a été spontané. Après, ils vont dire que les victimes, ce sont en fait les bourreaux. C'est eux qui ont provoqué la population qui a décidé de s'en débarrasser. Donc, il y a tout un arsenal qui a été développé. Et quand on regarde très bien, ça a commencé avec ceux qui ont vraiment préparé le génocide. Parce qu'on commet un crime et on prépare comment on va le nier. On va dire non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis ça s'est étendu à leurs partenaires, à leurs amis, à leurs soutiens. Certains, ce sont des professeurs, d'autres, ce sont des États, d'autres, ce sont des organisations dites des droits de l'homme. Et tu retrouves tous ces gens dans un engrenage maléfique qu'est le négationnisme. Et souvent, vous vous retrouvez avec des gens que je dirais innocents au départ, qui ne connaissaient rien, mais parce que c'est la seule histoire qu'ils ont connue, qu'on leur a racontée, ils se retrouvent dedans. Certains, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité, décident non, il y a une autre histoire, donc un génocide a eu lieu. Mais il y a d'autres qui continuent dans cette voie qui ne veulent plus changer, soit par intérêt, soit pour d'autres raisons. Donc, vous vous retrouvez avec tout ça. On vous dit, il n'y a pas 1 million de personnes qui ont été tuées. Mais ceux qui connaissent la vérité, qui étaient là, on ne peut pas dire aux gens qu'aujourd'hui, des enfants qui sont restés seuls, ou bien des familles complètement détruites, parce qu'il y a beaucoup de familles dont on n'a même pas un survivant. D'ailleurs, la semaine passée, il y a une commémoration spécifique pour se souvenir des familles qui ont été complètement décimées. Donc, on se retrouve avec ce phénomène. Quand on fait la commémoration, c'est pour rappeler aux gens, et surtout aux nouvelles générations, et à beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas tellement bien suivi, parce que, voilà, il se fait qu'à l'époque, la communication n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tellement de télévision, il y avait la radio, il suffisait qu'à l'époque, à Kigali, on ferme complètement l'accès à l'information au moment où le génocide se commettait pour que personne ne sache ce qui se passait réellement au Rwanda. Mais ceux qui connaissaient réellement qu'il y avait des représentants là, dans les Nations Unies, eux, ils savaient. Parce qu'il y avait eu des signes avant-coureurs, il y avait eu des rapports des représentants des Nations Unies qui étaient là. Mais les Nations Unies n'ont rien fait. Sinon, le public en général ne savait pas ce qui s'est passé. Et chaque fois que nous faisons ces commémorations, justement, c'est une occasion d'en parler. Parce qu'on se dit que personne n'est à l'abri d'un génocide. Personne n'est à l'abri d'une guerre. Vous savez, il y a un génocide, il y a des guerres civiles, il y a des guerres entre les États. Mais chaque fois, il y a la perte des vies humaines. Et aucun pays n'est à l'abri. Parce que il y a 80 ans, c'était presque
le début, ou bien on tendait vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant, on avait eu la Première Guerre mondiale. Les gens s'étaient dit, non, c'est fini. Entre 1919 et 1939, hein, les gens avaient dit 20 ans, voilà, on peut pas, c'est fini, c'était atroce. Non, et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a eu d'autres guerres, vous savez, sur tous les continents. Et puis c'est arrivé au Rwanda. On a eu un génocide. Après, on a eu d'autres guerres, d'autres atrocités. Donc, aucun pays n'est à l'abri. C'est pourquoi nous, on dit, on le fait pour nous, on fait que personne n'oublie, mais en même temps, il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'un génocide, quand ça commence sur plusieurs étapes, avec les médias de la haine, avec des discours de haine, avec des discours populistes, des discours de division, de ségrégation, régionalisme, tribalisme, tout ça, si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas un encadrement strict, ça peut basculer. Donc, chaque fois, on essaie d'échanger, de partager ce que nous avons connu, ce que nous avons vu, en fait, que peut-être ça serve de leçon aux autres. Plus jamais ça en Afrique, c'est ce que nous souhaitons. Nous regrettons ce qui s'est passé au Rwanda, mais comme vous l'avez dit, on ne peut pas oublier, mais aussi on peut avancer. Le Rwanda, après tout ce qui s'est passé, s'est levé comme un seul homme pour un développement économique, un boom. Aujourd'hui, le Rwanda, c'était comme un exemple en Afrique. Alors, on file vers les élections, une élection présidentielle. Oui. Alors, Rwanda, 50 journalistes de 11 pays se sont regroupés pour décrier ou bien décrire le régime en place comme un régime répressif. Quelle réponse apportez-vous à ces confrères qui ont une idée de votre régime, avec à sa tête son Excellence Paul Kagame? Tout d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment un scandale. C'est un scandale, c'est un fiasco journalistique. Vraiment, c'est une tache noire sur vraiment le journalisme, ce qui devrait être le journalisme. C'est pas possible que autant de gens aient mis autant de moyens dans autant de pays pour produire soit des mensonges, soit des allégations non justifiées, non prouvées, des accusations non justifiées, non prouvées, et surtout avec des témoins douteux. Des témoins douteux parce que c'est soit des amis déclarés du président et du Rwanda, parce qu'ils ne l'aiment pas, soit parce que ce sont des gens qui ont des choses à se reprocher au Rwanda. Vous pensez que c'est fait à dessein? Vous êtes journaliste vous-même, vous pouvez vérifier. Je n'ai pas envie de vous apprendre à dire là. De vous guider où il faut regarder, mais vous êtes des journalistes. Vous avez 50 personnes qui parlent d'un pays où ils n'ont jamais mis les pieds. Ils ne sont jamais allés au Rwanda. On vous dit ceci. Vous savez qu'un travail journalistique doit être accompagné d'une enquête et vous cherchez des preuves de ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de risque pour ces journalistes de mettre les pieds au Rwanda et mener une enquête dans ce sens? Non, mais pas du tout. Parce que si vous venez au Rwanda, vous faites votre enquête. Vous n'allez pas dire au Rwanda, moi je viens au Rwanda pour accuser le président Paul Kagame. Tu vas venir au Rwanda, tu vas rencontrer des gens, tu vas leur demander, tu vas leur dire ta version, et les Rwandais eux-mêmes vont te dire leur version. Ça se fait tout le temps. Alors vous avez une version opposée à leur position? Non, mais ce n'est pas notre version opposée, c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Ce sont des gens qui sont en fait dans la continuité de ce que nous avons connu pendant 30 ans. Parce que la reconstruction du Rwanda ne s'est pas faite
sans embûche. On est passé à travers beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup de résistance de ces gens qui étaient à l'étranger, qui ont soit participé à la préparation ou au soutien de ceux qui ont commis le génocide, ou soit parce qu'ils ont été défaits par l'armée patriotique rwandaise qui a arrêté le génocide et qui a chassé du pouvoir ceux qui commettaient le génocide. Et ces gens-là avaient été au pouvoir pendant longtemps et ils avaient des amis. Ils n'ont jamais digéré ça. Donc, ils ont une dent toujours contre le président Paul Kagame, qui a arrêté le génocide, qui a complètement défait le régime qui commettait le génocide. Donc, ils ont toujours une dent contre lui. Mais nous, à l'intérieur du pays, le pays progresse. Quand tu regardes tout ce que ces gens racontent dans son document, ils disent, ils parlent d'une situation. Après, ils vous disent, en fait, on n'a pas de preuves. On est allé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous a dit que l'enquête a été terminée, a été fermée. Et ils vous disent qu'ils n'ont pas de preuves de ce qui y a été avancé par les accusateurs. Ils vont en Belgique. Ils disent ABCD. Après, ils vous disent, on n'a pas de preuves. Ce sont les on-dit. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir des dénonciations des membres de l'opposition comme des leaders de l'opposition qui se sentent un peu traqués par le régime en place et aussi répressés par le régime? Même si ce sont des leaders qui se disent qu'ils sont traqués, ils n'ont qu'à prouver que vous êtes traqué. Est-ce que ça suffit de dire « Ah, moi, je suis traqué » Mais prouvez-le. Est-ce que quelqu'un t'a menacé? Prouve-le. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que tu as été physiquement agressé et que tu peux dire que c'est telle personne qui m'a agressé? Il y a eu un accident. Prouvez que c'est telle personne qui a causé l'accident parce qu'il voulait te faire du mal. Donc, vous pouvez voir dans tous leurs dossiers, ils vous disent ceci s'est passé, mais on n'a pas de preuves, mais c'est ce que les gens disent. Donc, ceux qui se disent opposants et disent qu'ils ont peur du régime, ils n'ont qu'à prouver comment ils sont menacés. Ils le disent seulement, mais ils ne peuvent pas le prouver, en fait. Et c'est ça où on dit que ces gens-là, ces journalistes qui se sont mis en place, ils ont un agenda caché. Ce n'est même pas un agenda caché, c'est un agenda clair. Vous pensez que c'est un lobbying, malgré des renseignements généraux que l'on annonce déployés par le président ou le régime un peu partout dans le monde? Vous pensez qu'il y a un lobbying derrière tout cela? Ça peut être dessein comme ça qu'on se lève pour attaquer un régime comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment... Voilà, c'est ce qu'on demande aux gens avec le peu de moyens que le Rwanda a. Avec toutes les difficultés ou bien tous les défis que nous avons à relever, dont l'éducation, la santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, la stabilisation. Vous voyez, les gens vraiment croient que le Rwanda a les moyens de développer un service secret qui va attaquer des gens à l'étranger. Dans quel but? Quelqu'un qui est à l'étranger, qu'est-ce qu'il va te faire? Si tu fais bien ton travail au Rwanda, tu développes un pays de façon extraordinaire. Tu as l'adhésion de toute la population. Quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres du Rwanda, qu'est-ce qu'il va faire? Mais rien. Donc, tout ça est fait en fait pour salir l'image d'un président qui est tellement aimé par son peuple, tellement aimé par beaucoup d'autres peuples. Un président qui a amené des réformes au niveau de l'Union africaine, qui, pendant sa présidence, a fédéré beaucoup de chefs d'État, en fait, donc mettre en place la CELECAF, qui a tout fait pendant toutes ces périodes, en fait que l'Afrique ait une voix et une seule voix sur les questions globaux. Alors, tout ça, moi je me dis que ça pose problème à certaines personnes. D'ailleurs, vous allez voir,
il y a un article qui est sorti sur Africa Arabia avec Colette Brackman, qui est une journaliste connue un peu à travers le monde. C'est une journaliste belge, la seule qui a suivi le Rwanda avant le génocide et jusqu'à aujourd'hui, qui connaît le Rwanda, le Congo, le Burundi. Il y a un journaliste sur Africa Arabia qui lui demande, mais qu'est-ce que vous pensez de, ça, de tout ça? Elle-même vous dit, non mais ça c'est juste un plan pour diaboliser le Rwanda. Elle le dit clairement. Et ce n'est pas la meilleure amie du Rwanda. Et là, c'est une vraie journaliste qui a vraiment une façon de... Là, on peut la considérer comme une vraie journaliste, mais pour les autres, on ne peut pas les considérer comme des vrais journalistes. Non, mais ce ne sont pas des journalistes, ce sont des politiciens, quoi. Voilà, c'est des gens qui sont utilisés. Soit ils sont des politiciens eux-mêmes, soit ils sont manipulés. C'est quoi? C'est une position qui nous arrange et on est fidèle. Et quand ça ne nous arrange pas, ça... Ouais, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que finalement, vous savez, ce groupe de journalistes qui se sont mis en place pour travailler ensemble sur plusieurs dossiers, parce que ça, ce n'est pas le premier dossier qu'ils ont pris en main. Il y a beaucoup d'autres qu'ils ont fait. Là, ça vraiment m'amène à me poser des questions sur d'autres dossiers qu'ils ont eu à traiter. Parce que l'impartialité, normalement journalistique, est complètement absente. Tu ne peux pas venir parler de quelqu'un... Dans le traitement du dossier. Dans le traitement du dossier, à charge. Tu ne peux pas dire attaquer, 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 attaquer. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres versions? Est-ce que s'ils avaient demandé à d'autres personnes, est-ce qu'ils n'auraient pas raconté une autre version? Le président Kagame, aimé par son peuple, une élection présidentielle à l'horizon, pourquoi pas quelqu'un d'autre, après 24 ans au pouvoir, pour Kagame, qui décide de ne plus se présenter, et quand même permettre à quelqu'un d'autre de se présenter, que le peuple libre de faire son choix, comme en bonne démocratie. Oui, mais c'est le peuple qui décide. Attendons voir. Ce n'est pas le président qui va voter. La limitation du mandat du président? C'est le peuple qui décide, qui va aux urnes et qui décide. La limitation du mandat, comme vous le savez, avec le nouveau code, c'est mandat de 5 ans et au maximum 2 mandats. 2 mandats de 5 ans. Ça, c'est la loi aujourd'hui qui le dit. Le nouveau. Donc, ça veut dire que n'importe quand, d'autres peuvent être... Même aujourd'hui, la compétition est ouverte. Mais le problème qu'il y a avec les gens, c'est que le président a tellement bien fait, et presque tout fait, qu'il est presque impossible de dire ou bien de concevoir un programme que lui, il n'a pas fait. Mais on ne peut pas dire impossible quand même, il y a d'autres qui peuvent faire. Mais bien sûr, mais ils n'ont qu'à venir compétir. Ils sont les bienvenus. Est-ce qu'ils ont le choix? Mais bien sûr. Ils ont la liberté de pouvoir compétir? Absolument, absolument. Regarde, vous voyez n'importe qui, vous voyez les opposants qui sont là, mais chaque fois qu'ils ont quelque chose à dire, ils le disent soit publiquement, à la radio, sur les réseaux sociaux, ils critiquent, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais il y a la population qui dit, voilà, ça c'est ce que vous dites, mais la réalité est voilà. Mais ce que je vais te dire, est pour dire la raison pour laquelle en fait la population même a décidé en 2015 de demander le changement de la Constitution en fait de pouvoir permettre au président encore de se présenter. C'est que depuis 1994, si tu regardes la gouvernance du Rwanda, c'est une gouvernance inclusive. C'est-à-dire toutes les décisions qui se font au Rwanda, ça commence à la base, ça commence dans nos quartiers, ça commence dans les villages. Le président, il fait des descentes sur le terrain, il va vers les populations. Chaque année, il visite le Rwanda à 30 districts.
Chaque année, il visite au moins 20 districts. Il va lui-même dans les villages. Il reste pendant une journée. Il discute avec les populations. Il lui pose des questions. Ils font des doléances. Ils disent ce qui ne va pas. Le président donne des réponses. Ou bien il désigne les responsables, les ministres, les maires, les gouverneurs qui font pas le travail. Et ça a été consistant pendant 30 ans. Aucun paysan ne peut dire aujourd'hui au Rwanda qu'il n'a pas accès au président, ou bien qu'il ne peut pas lui parler. Ça, ce sont les descentes du président lui-même. En termes de gouvernance, chaque année, nous avons au Rwanda ce que nous appelons le dialogue national, ou Mushikirano. Le dialogue national, c'est une rencontre entre le président et toutes les couches de la population. C'est fait. Avant, c'était fait dans le Parlement. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Kigali Arena. Et vous avez toutes les couches de la population représentées. Le conseil des enfants, le conseil des femmes. Vous avez toutes les entités administratives qui sont représentées, les élus de la population, dans les plus petites entités administratives. Vous remontez jusqu'au Parlement. Vous avez tous les députés qui sont présents. Vous avez les représentants des institutions de la sécurité. Vous avez des enseignants. Vous avez des associations, des journalistes, les médias. Et vous avez les ministres. Et vous avez tous les chefs des grandes institutions du pays. Donc le Parlement, le Sénat, vous avez le Premier ministre. Tout le monde est là. Et en plus de ça, vous avez des sites à l'intérieur du pays. Et c'est fait en ligne, en direct à la télévision. Et les gens, ils posent des questions. Sur Twitter, d'autres appellent, d'autres ils font ça sur Facebook. Ils posent n'importe quelle question. Et le président, il est là. Quand c'est posé à lui directement, il répond. Quand c'est posé, une question qui est posée au ministre, le ministre est invité à répondre. On lui dit, par exemple, vous nous avez promis la construction d'un hôpital dans 3 ans. Maintenant, on est à 2 ans, peut-être ça n'a pas encore commencé. Le ministre qui est en charge, là, il répond devant toute la population. On dit, Monsieur le Président, vous nous avez promis une route. Mais comme ce n'est pas le président qui fait ça, il demande le ministère en charge, il dit, mais voilà, qu'en est-il? Expliquez. Et ça se fait chaque année. Chaque année. Bref, c'est un président par excellence. En tout cas, pour nous, en tant que population, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très proche de la population, c'est quelqu'un qui est dialogue, c'est quelqu'un qui suit, et surtout, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Sur le plan international, mais aussi en Afrique, notamment, les pays voisins, pour parler de la RDC, les tissus entre les deux pays, les relations ont tendance à déchirer, parfois même des menaces ouvertes entre les deux chefs d'État. Qu'en reprochez-vous à la RDC? Vous savez, cette histoire entre le Rwanda et la RDC, c'est une histoire qui est cyclique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème a été identifié. Vous avez à l'intérieur de la RDC des Congolais d'expression Kinyarwanda, la langue rwandaise. Et là, les gens peuvent se poser la question, comment se fait-il qu'en RDC, il y a des Congolais qui parlent le Kinyarwanda? Et je crois que ce n'est pas une spécificité du Rwanda ou du Congo. Ici au Sénégal, vous avez des gens qui parlent une même langue au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Gambie. Quand vous allez en Gambie, vous allez trouver des gens qui parlent Wolof. Est-ce que vous allez dire que ce sont des Sénégalais, qu'on va les chasser? Vous avez au Mali des gens qui parlent, ou bien même l'Odjola. Est-ce que vous allez les chasser et dire non, 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 ça, ce n'est pas des Maliens, ce sont des Sénégalais parce qu'ils parlent cette langue? Et vice-versa. Ça, on s'est retrouvé devant ce fait accompli parce qu'à un certain moment, les colons ont tracé des frontières
de façon unilatérale et imaginaire. Des familles se sont retrouvées de part et d'autre des frontières. Ces gens ne pouvaient pas changer leur culture et leur langue. Alors, pour des raisons politiques, pour des raisons qu'on ne sait pas, déjà en 1959, 1962, au Congo, on a commencé à menacer ces gens, à leur dire non, 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 vous n'êtes pas des Congolais. Vous parlez une autre langue, vous avez une autre culture. Ça date de 1959. Déjà, le président Paul Kagame avait quoi? Avait 3 ans. Le président, à l'époque, Mobutu, avait essayé de trouver une solution. Après il a décidé, voilà, avec le Parlement, officiellement de reconnaître que ce sont des Congolais. Ça a été inscrit dans la Constitution. Et puis après, il y a eu l'époque de l'avènement de la démocratie avec les conférences nationales. Maintenant, pour des raisons politiques, les politiciens qui se sont retrouvés dans cette région, où on trouvait des Congolais, Zaïrois à l'époque d'expression Kinyarwanda, ils ont commencé encore à les marginaliser parce qu'ils avaient besoin de ces sièges au Parlement. Alors, ça c'est la première phase. La deuxième phase, qui concerne spécifiquement le Rwanda aujourd'hui, c'est que 1994, vous avez un gouvernement génocidaire qui est détruit. Vous avez une population qui est prise en otage par ce gouvernement avec toute l'armée qui a commis le génocide, qui se retrouve à l'intérieur des frontières du Congo. Ils fuient le Rwanda avec armes Allez se refuser au Rwanda et munitions. Et quittent le Rwanda se retrouve au Congo avec armes et munitions. Ça, ce sont des militaires et des miliciens qui ont commis le génocide. Et comme vous l'avez toujours suivi, ils étaient encadrés par les militaires français jusqu'au Congo. Ces gens arrivés au Congo, ils ont commencé à se réorganiser. Ils ont été réarmés en fait de pouvoir attaquer encore le Rwanda. Ça, c'était déjà août 1994. Déjà octobre 1994, effectivement, ils ont commencé à attaquer le Rwanda. Ils sont revenus. Et la guerre qu'on appelle la guerre d'Abacengezi, ce sont la guerre des infiltrés. Abacengezi, ça veut dire les infiltrés, a duré 5 ans. C'est-à-dire ces gens qui voulaient revenir au Rwanda parce qu'ils voulaient reprendre le pouvoir et surtout en finir avec le travail qui, pour eux, n'était pas accompli, terminer le génocide. Et ces gens-là étaient protégés par le président Mobutu. Il faut rappeler qu'à l'époque, Mobutu, c'était l'allié du président Habyarimana qui a été tué juste avant le génocide. Qu'est-ce qui a fait maintenant ressusciter cette affaire au point qu'il y ait des menaces de guerre entre les deux pays? Alors, cette histoire revient d'une manière ou d'une autre, si vous le voyez bien. Il y a une chose. Chaque fois qu'on s'approche des élections au Rwanda, vous voyez ces miliciens, les FDLR, qui attaquent le Rwanda. Chaque fois. 2009. Avant les élections de 2017, ils avaient encore fait ça. Tout récemment, ils ont encore commencé. Ça, c'était un premier axe, un premier point. Donc, il y a la déstabilisation. Et ces gens-là, ils sont armés, incorporés à l'intérieur de l'armée congolaise. Certains sont même formés parce que certains étaient même jeunes avant le génocide. D'autres sont nés là-bas, mais leurs parents, ils sont là. Donc, ils attaquent le Rwanda. Ça, c'est le point qui concerne le Rwanda. C'est donc la sécurité des frontières du Rwanda, parce qu'ils ont attaqué le Rwanda en 2017, 2019. Une autre chose, c'est qu'au Congo, les Nations Unies ont recensé aujourd'hui 264 groupes armés. 264. Et il y a ce groupe armé qu'on appelle le M23. Et c'est le seul aujourd'hui qui est indexé. Parce que ce groupe parle le Kinyarwanda. Ça, ce sont des gens,
dont les familles, justement, je n'avais pas encore fini, parce que lorsque les génocidaires sont partis à l'école, enfin, au Congo, ils sont arrivés là-bas, ils ont continué leur politique génocidaire. Ils ont commencé à assassiner les Tutsis qu'ils ont retrouvés là-bas au Congo. La majorité s'est réfugiée au Rwanda. Une autre partie s'est réfugiée en Ouganda. Une autre partie s'est réfugiée au Burundi. Au Rwanda, on a plus de 100 000 réfugiés Tutsis congolais qui ont été chassés de leur territoire par les miliciens ou tout qui les ont retrouvés là-bas. Donc ces gens-là, c'est comme ça que ça a commencé la guerre contre Mobutu avec le président Laurent Désiré Kabila, avait la plus de ces réfugiés qui avaient été chassés de leur pays. Il est parti à la conquête du Congo et il a chassé Mobutu. Ces gens ont été incorporés dans l'armée. Maintenant, après avoir stabilisé, le président à l'époque congolais, il dit non, 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 vous n'êtes pas des Congolais, retournez chez vous au Rwanda. Il y a eu des négociations sous la direction de feu Nelson Mandela et le Mwalimu Julius Nyerere de la Tanzanie. Il faut écouter leurs témoignages qui leur disent ça, ce sont des Congolais. Réglez cette question entre vous Congolais. Déjà, Nelson Mandela l'a dit. Mwalimu Julius Nyerere l'a dit. Mais personne ne veut, parce que ça arrange les politiciens, parce que c'est à l'approche des élections, que ce soit au niveau du Rwanda, ils attaquent le Rwanda, que ce soit à l'intérieur du Congo. Parce qu'il y a des gens au Congo qui ne veulent pas que leur population leur demande des comptes. On ne veut pas qu'on leur demande où sont les routes que vous nous avez promises, où sont les écoles, où sont les hôpitaux, le salaire qui devait être augmenté, qu'en est-il? Les contrats miniers que vous avez conclus avec tel ou tel? Non. Maintenant, chaque fois, ils brandissent. Ah, il y a un problème, donc ils provoquent. C'est quoi la solution? La solution est simple, a été tracée parce que par des mécanismes qui ont été mis en place. Mécanisme de Nairobi, sous l'égide du président Kenyatta, et mécanisme de Rwanda sous le président de Lorenzo, président de l'Angola. C'est clair, la feuille de route est bien tracée. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque fois, il faut écouter même la dernière interview sur Jeune Afrique avec le président William Ruto du Kenya. Il a bien expliqué, il a dit, on a eu une réunion entre les chefs d'État. On a demandé au président Tshisekedi, est-ce que ces gens du M23, ce sont des Congolais ou ce sont des Rwandais? Lui-même, il a dit, ce sont des Congolais. Mais il a dit, mais comment est-ce que ça devient un problème du Rwanda? Il a accepté, il dit, OK, on va régler ça, nous, entre le Rwanda. Donc, c'est comme ça que le mécanisme de Nairobi a été mis en place. Mais l'application, qui consiste à vraiment la mise en œuvre des recommandations, c'est-à-dire, d'abord, accepter que ces gens sont des Congolais, qui soient réintégrés, soit dans l'armée, soit dans leur gouvernement, ou bien même démobilisés. Et surtout le rapatriement de 100 000 réfugiés qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont au Rwanda, 29 ans qu'ils sont au Rwanda, qu'on leur permette de revenir sur leur territoire. Ça, lorsqu'il faut passer à l'action, c'est comme si voilà, il n'y a personne à qui parler. On revient, non, 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 ça c'est pas le M23, c'est le Rwanda. Alors, vous savez, toute situation aussi dramatique que la situation que nous connaissons, ça passe toujours par des négociations, par des pourparlers, par des discussions, par la diplomatie. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à parler, il faut continuer à discuter. Il faut que les partenaires des deux bords continuent à accompagner au lieu d'attiser le feu. Comme les journalistes, c'est ce qu'ils ont fait, c'est attiser le feu. Ça n'aide pas les processus qui sont déjà en cours. Et ça, c'est ça qu'il faut dénoncer. Les gens qui devraient aider ne le font pas, à se demander si vraiment ça les arrange, cette situation. Parce que si on a 5 chefs d'État qui se sont mis en place, qui se sont rencontrés plus de 10 fois, et que tu retrouves avec
avec un cahier de charge bien clair, une feuille de route bien tracée. Tu te retrouves avec, il y a une semaine avec vos collègues journalistes maintenant qui veulent changer d'angle d'attaque et raconter une autre histoire. Alors, il faut se poser des questions s'il n'y a pas d'autres intérêts, surtout au niveau global, pour faire persister cette question. Alors, de manière globale, en Afrique, même si on a tendance à avoir des coups d'État, une scission entre les institutions, l'AES, la CEDEAO, un peu partout, qu'est-ce qu'il faut pour une fédération de l'Afrique, une indépendance économique, financière, sur beaucoup de domaines, pour que quand même l'Afrique puisse sortir de l'ornière et que des pratiques anciennes qui peuvent quand même nuire à l'image, mais aussi pousser notre économie à être à rester dans une logique aussi défavorable pour un déclenchement de développement de manière très brève parce que le temps qui nous est imparti. Vous savez, moi je crois que nous tous, nous savons ce qu'il faut faire, ce dont on a besoin pour atteindre nos objectifs. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire, on parle de l'intégration complète de l'Afrique, on parle de la libre circulation des personnes et des biens, le libre-échange commerciaux, mais on a du mal à passer à l'acte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce qu'un journaliste sénégalais qui doit faire un travail journalistique dans 54 pays africains a au moins 30 pays qui lui demandent un visa? Pourquoi? Comment est-ce qu'un Africain qui doit circuler sur son territoire, sur le territoire africain, doit demander des visas? Regardez ailleurs comment ça se fait. Pourquoi au sein de la CEDEAO, tout le monde peut circuler sans demander de visa? Mais une fois que tu sors de la CEDEAO, on te demande de visa, ou bien ceux qui sont en dehors de la CEDEAO, on leur demande des visas. Pourtant, dans la charte, ou bien même dans les accords de la ZLECAf, on dit qu'on va faciliter la libre échange et la libre circulation des personnes. Donc, il y a un problème quelque part. On prend des décisions en tant que pays africains, mais on a du mal à les mettre en œuvre. Et c'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Sur le continent africain, des rapports ont été produits, l'Union africaine a fait des recommandations, tout est là, tout est écrit. On sait ce qui doit être fait pour l'intégration réelle de l'Afrique. Mais on ne le fait pas. Merci beaucoup, Son Excellence Jean-Pierre Karanga. Karabaranga. Donc, un honneur pour nous de partager avec vous. Oui, merci beaucoup, mais moi je reste très confiant. Je suis convaincu qu'au fur et à mesure que la nouvelle génération apprend des erreurs des autres, qu'il n'y a pas d'autre choix d'intégration africaine. La nouvelle génération, ou la génération suivante, va le faire. La construction d'un continent, d'un ensemble continental, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose, d'ailleurs, les frontières dont j'ai parlé nous ont été léguées par les colons. C'est entré dans les mentalités. Les divisions sont restées tellement profondes que se défaire de tout ça, ça va prendre du temps. Donc, la nouvelle génération aujourd'hui, qui est connectée, voilà, qui n'a pas besoin, aujourd'hui, une jeunesse de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, ils sont connectés par les réseaux sociaux. Mais pour eux, il n'y a pas d'autre voie à suivre. C'est juste l'intégration complète. Comme il n'y a pas de frontières sur les réseaux sociaux, maintenant, ça doit être aussi de façon physique sur le continent africain. Donc, je reste très, très confiant. Et je suis sûr que voilà,
les nouveaux dirigeants qui viennent petit à petit, ils viennent avec d'autres idées, avec d'autres conceptions et surtout la volonté vraiment de mettre en pratique ou bien la mise en œuvre de toutes ces politiques tellement séduisantes qu'on n'a jamais pu mettre en place. Donc je suis très, très, très confiant. Merci beaucoup. Son Excellence, l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga, un honneur pour nous de partager ce plateau avec lui. C'était tout pour votre entretien exclusif, chers téléspectateurs de Leral TV, Leral.net, auditeurs de Leral FM. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Merci beaucoup. Merci.